La grève interprofessionnelle tant attendue et redoutée a débuté ce jeudi avec une mobilisation record, plus d'1 million de manifestants selon la CGT, 800 000 pour la police. La France entière s'est mobilisée dans les grandes villes comme dans les plus petites pour s'opposer au projet de réforme des retraites défendu depuis des mois par le gouvernement. En région parisienne, les conditions de circulation sont très compliquées, les transports en commun sont complètement paralysés. Nous ferons un point complet de la situation dans un instant. La réforme des retraites voulue par le président Macron est un enjeu majeur pour le gouvernement. Son objectif, ramener le système à l'équilibre financier, simplifier le régime des retraites et le rendre plus équitable. Comment seront calculées les pensions de retraite? Qui seront les gagnants et les perdants de cette réforme? Décryptage complet dans cette édition. Et puis un peu de musique avec une rencontre, celle de la chanteuse Oshi, révélation francophone de ces dernières années. La jeune femme a sorti il y a quelques jours un nouveau titre intitulé Amour Censure, où elle défend sa vision de l'amour et s'attaque à la manif pour tous. Découverte en avant-première de ce clip en fin de journal. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Plusieurs organisations syndicales et de jeunesse avaient appelé les Français à se mobiliser à l'occasion d'une grève générale et nationale ce jeudi 5 décembre 2019. Cette mobilisation interprofessionnelle avait pour but de contester le projet de réforme des retraites. La participation a été massive, 1,5 million de manifestants selon les syndicats, plus de 800 000 selon les forces de l'ordre. De très nombreux Français étaient grévistes ou alors en RTT à défaut de pouvoir se rendre au travail. Et pour cause, les transports étaient quasiment impraticables. Retour sur cette journée noire dans les transports d'Île-de-France. Ce jeudi 5 décembre, 4 syndicats de la SNCF ont appelé à une grève illimitée. Conséquence, seuls 10% des trains étaient en circulation. Dans le détail, vous le voyez, un train sur 10 circulait pour les TGV, un TER sur 5, un Transilien sur 10, avec des RER particulièrement saturés à raison de 3 trains par heure aux heures de pointe pour la ligne A, ou encore un train sur 5 uniquement pour l'aile nord pour le RER B. Enfin, concernant les intercités, une rame sur 10 circulait et sur un certain nombre de tronçons reliant les grandes villes notamment, aucun train n'était mis en circulation. Les prévisions de circulation à la RATP, elles, étaient tout aussi compliquées, vous le voyez, concernant le métro. Seules les lignes 1 et 14 fonctionnaient correctement. Les lignes 4, 7 et 9 étaient ouvertes uniquement aux heures de pointe. Un trafic totalement interrompu sur toutes les autres lignes. Concernant le bus, eh bien, un bus sur 3 en moyenne circulait. Le trafic du tram était lui aussi très perturbé. Concernant l'espace aérien, l'USAC CGT, deuxième syndicat de contrôleurs aériens, appelait à la protestation du 5 au 7 décembre. Conséquence, 20% des vols annulés sur le territoire français. Du côté d'Air France, plusieurs syndicats représentant les personnels au sol avaient appelé à une grève reconductible. Si les vols long courriers ont été assurés ce jeudi, 15% des vols moyens courriers, 30% des vols domestiques ont été annulés. Du côté de l'éducation nationale, les personnels étaient appelés à se mobiliser par plusieurs de leurs organisations syndicales. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé un taux de grévistes de 55% dans les écoles, dont 78% rien qu'à Paris. Seuls 30% des écoles ont pu assurer un service minimal d'accueil. La CGT ayant déposé un préavis pour les fonctionnaires territoriaux, les agents municipaux en charge de la cantine et des temps d'accueil étaient en grève dans de nombreux établissements scolaires. D'autres secteurs ont été touchés. La CGT a déposé un préavis de grève pour les fonctionnaires territoriaux, c'est-à-dire ceux travaillant dans les collectivités locales, comme les villes, départements et régions. Une grève dans les services d'urgence est en cours depuis plusieurs mois à l'appel d'un collectif. Les fédérations santé de la CGT et de FO ont appelé de suivre le mouvement du 5 décembre. Les agents du groupe La Poste sont joints au mouvement ainsi que le milieu judiciaire où le Conseil national des barreaux a appelé une journée justice morte. Les pompiers, la police, les employés d'EDF, bref, tous les corps de métier étaient dans la rue ce jeudi. Et le trafic des trains est resté extrêmement perturbé tout le week-end. Ce dimanche, seules 2 lignes de métro sur les 16 que compte le réseau francilien étaient ouvertes. Il s'agissait des lignes 1 et 14, toutes deux automatiques. Du côté des RER, la circulation est restée très compliquée avec en moyenne une rame sur 3 entre 12h et 18h seulement. Et demain, lundi, s'annonce aussi très chaotique, avant une nouvelle journée de mobilisation mardi. À quoi faut-il s'attendre au juste cette semaine? On fait le point sur les conditions de circulation dans les jours à venir.
Un lundi noir dans les transports autour de Paris. Les usagers des transports publics vont vivre un lundi de galère à l'orée d'une semaine déterminante pour la réforme des retraites dont le contenu détaillé doit être présenté mercredi, alors que le trafic des trains et métros est très perturbé depuis 4 jours, jour de mobilisation massive contre le système universel de retraite voulu par Emmanuel Macron. Seuls 15 à 20% des trains devraient circuler ce lundi et durant toute la semaine. Il y a un risque de saturation sur les gares et sur les quais, a prévenu Agnès Augier, directrice de la communication de la SNCF. Les perspectives ne sont pas meilleures pour le reste des jours à venir. À Paris, 10 lignes de métro sur 16 seront fermées et il y a un fort risque de saturation du réseau, voire une situation dangereuse en raison de l'affluence sur les quais. Sous pression, après un jeudi de mobilisation qui a jeté dans la rue plus de 800 000 manifestants, l'exécutif doit maintenant lever le voile sur une réforme des retraites encore floue. Ce lundi, le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye recevra avec Agnès Buzyn vers 15h30 les partenaires sociaux afin de tirer les conclusions de la concertation relancée en septembre. Le président Emmanuel Macron et le Premier ministre Édouard Philippe recevront eux mardi soir pour un dîner, et non plus lundi au déjeuner comme prévu initialement, les ministres les plus concernés par la réforme et les dirigeants de la majorité. Puis le Premier ministre présentera mercredi l'intégralité du projet de réforme. Tout le week-end, des consultations ont eu lieu à Matignon, et ce soir, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont réuni à l'Élysée des ministres concernés sur le dossier. Il est évident que l'idée de défendre un système universel par points censé remplacer à partir de 2025 ou un peu plus tard les 42 régimes existants, général, des fonctionnaires privés spéciaux, autonomes, complémentaires, et être plus juste, mais ses opposants redoutent une précarisation des pensionnés. Alors on l'a dit, une nouvelle journée de grève est attendue mardi et les syndicats envisagent de prochaines dates de mobilisation alors que la solidarité entre grévistes s'organise. Mais comment la grève peut-elle durer? Enquête signée Mathilde Belin, journaliste à l'Express. Le bras de fer autour de la réforme des retraites va-t-il s'inscrire dans la durée alors que le gouvernement se réunit ce soir pour évoquer ce dossier explosif? Les syndicats restent en ordre de bataille. La grève est toujours aussi dure dans les transports. Nous tiendrons jusqu'au retrait de la réforme, a promis ce dimanche au Journal du Dimanche Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT allié au syndicat FO, Solidaire et FSU, contre la réforme des retraites qui vise notamment à remplacer les 42 régimes spéciaux par un régime universel. L'intersyndicale, forte d'une première journée de mobilisation le 5 décembre, appelle à une nouvelle journée de grève interprofessionnelle mardi. On espère que le 10 sera encore plus massif que le 5. Le gouvernement n'a pas pris la mesure de ce qui se passe socialement. Soutien au journal L'Express, Cécile Gondard-Lalanne, porte-parole de l'Union syndicale solidaire. Le choix de cette date n'est d'ailleurs pas le fruit du hasard. Une échéance rapprochée de la première journée de grève envoie un message d'unité, crée un effet de masse et met la pression au gouvernement, concède la porte-parole du syndicat solidaire. Ces dates rapprochées apportent un appui aux grévistes en grève illimitée. Ils se sentent soutenus par des taux de grévistes très importants à des dates très rapprochées, car sinon la grève reconductible est quand même moins visible, argumente-t-elle. De nouvelles dates de mobilisation comme le 12 décembre devraient probablement suivre les annonces du gouvernement mercredi. L'intersyndicale doit se réunir dès mardi soir pour évoquer la suite du mouvement. Et de l'aveu de Cécile Gondard-Lalanne, si le mouvement devrait se poursuivre jusqu'à Noël, il importerait peu aux grévistes de rogner un peu sur leur fête de fin d'année. La priorité, c'est que le gouvernement nous entende. Mais comment tenir une telle cadence financièrement alors que chaque gréviste est amputé d'une journée de salaire pour chaque journée de grève? Du côté des syndicats, la solidarité s'organise et des caisses de grève ont déjà été mises en place. Ces caisses permettent de compenser une partie des salaires perdus et ainsi de maintenir un taux de grévistes significatif. Mais les caisses de grève sont rarement suffisantes pour couvrir les salaires de tous les grévistes. Et parmi les nombreux corps de métiers mobilisés, les enseignants. Le gouvernement mène actuellement une opération déminage auprès des professeurs. L'exécutif tente en effet d'apaiser les tensions au sein de la profession après la vague de mobilisation enregistrée contre la réforme des retraites. Jeudi, le taux de grévistes dans l'éducation nationale avait atteint 51,15% dans le primaire et plus de 42% dans le secondaire, selon le ministère. Dès jeudi, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, et la porte-parole du gouvernement, Sidep Ndiaye, ont essayé de donner des gages à la profession. Dans l'émission Vous avez la parole sur France 2, répondant aux questions d'une enseignante présente sur le plateau, Sidep Ndiaye a tenté d'éteindre l'incendie, affirmant que l'exécutif a pris un engagement ferme et définitif à ce qu'il y ait une revalorisation des salaires
des professeurs qui interviendra de façon progressive. En effet, selon les syndicats, la réforme des retraites pourrait pénaliser la profession si elle ne s'accompagne pas de revalorisation de salaire en raison d'un nouveau calcul des pensions. Des simulateurs ayant circulé ces dernières semaines agitaient la menace de pertes pouvant aller jusqu'à 900 € par mois. Pour calmer ces craintes, l'exécutif martèle depuis son intention d'augmenter la rémunération des professeurs. Gérald Darmanin a ensuite précisé les modalités dans lesquelles interviendraient ces hausses. Dans la loi, il y aura le fait que le point d'indice ne baissera jamais et qu'il augmentera même, a-t-il souligné, évoquant l'outil permettant de calculer le salaire des fonctionnaires. Le ministre a aussi fait part de l'engagement du gouvernement à opérer revalorisation de la fonction publique et l'entrée des primes des fonctionnaires dans le calcul des retraites. Aucun enseignant n'y perdra, assure-t-il. Il y aura même des augmentations de salaire. Cela coûtera entre 400 et 500 millions d'euros. Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a enfoncé le clou ce vendredi matin sur BFM TV. Il était tout à fait normal qu'il y ait un fort taux de grévistes hier car beaucoup de gens voulaient dire à quel point ils avaient des questions et des inquiétudes, a-t-il indiqué, avant de rappeler son engagement à garantir le niveau de pension des enseignants par une augmentation de la rémunération via des hausses de salaire et des primes. Progrès social incontestable ou pas, l'intersyndicale CGTF au Solidaire FSU a appelé ce vendredi midi à une nouvelle journée de grève et de manifestation mardi, laissant par ailleurs planer la menace d'autres mobilisations ultérieures. Le déminage, semble-t-il, n'est pas fini. Arrêtons-nous désormais sur les motifs de cette mobilisation record, la réforme des retraites. On l'a bien compris, c'est un régime universel à points qui pourrait être mis en place dès 2025, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement avant que les tensions se cristallisent à l'échelle nationale. Mais qui est concerné par la réforme des retraites? Comment seront calculées les pensions de retraite? Faudra-t-il travailler plus longtemps? Les pensions vont-elles baisser? Et qu'en est-il des pensions de réversion destinées aux veuves? Décryptage complet avec Henri Réau, journaliste économique. Dans le viseur de tous ces manifestants, la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Certains comme la CGT veulent l'enterrer, d'autres comme la CFDT refusent certaines dispositions. Le nouveau système de retraite par points charrie quantité de questions qui, pour nombre d'entre elles, n'ont encore pas de réponse. Elles sont pourtant essentielles. En voici quelques-unes. La première, va-t-on travailler plus longtemps? Promis juré, l'âge légal de départ à 62 ans ne bougera pas, mais le Premier ministre l'a reconnu lui-même sur France Inter le 21 novembre. Nous allons travailler plus longtemps, soit par la durée de cotisation, soit par une mesure d'âge. Deux options sont sur la table. Soit allonger le nombre de trimestres requis pour toucher sa pension, ou alors créer un âge d'équilibre, dit âge pivot. Dans le premier cas, il faut déjà avoir cotisé entre 161 et 172 trimestres selon son année de naissance. Des différences dues à l'application progressive de la réforme Touraine de 2014. Dans le second cas, la pension se verrait infligée d'un malus ou d'un bonus pour tout départ avant ou après une borne d'âge fixée par l'État. On parle de 64 ans. Ces pistes ne sont pas encore validées, elles pourraient l'être dans le cadre du futur projet de loi si le gouvernement intègre des mesures paramétriques pour renflouer les caisses du régime, ce que la CFDT refuse en bloc. En tout état de cause, passer à une logique de points où travailler plus longtemps rapporte plus est une façon de reculer sans le dire la barre des 62 ans et de pousser chaque individu à prolonger sa carrière. Autre interrogation, les pensions baisseront-elles? Le gouvernement promet que non, la CGT et FO en doutent. Aujourd'hui, la pension est calculée sur la base des 25 meilleures années pour le privé et des 6 derniers mois d'activité dans le public. Passer à un système universel par points fait ainsi disparaître ces périodes de référence. Les points s'accumulent durant toute la carrière en fonction des montants cotisés. Au commissaire chargé du dossier, Jean-Paul Delevoye propose une règle de 10 € cotisés pour gagner 1 point. Au moment de la liquidation de la pension, un autre critère, la valeur de service, s'appliquera afin de transformer les points en argent. L'ancien chiracien souhaite qu'un point soit égal à 55 centimes d'euros. Le montant acquis serait garanti. Chaque année, il évoluera en fonction de la courbe des revenus moyens et non plus de l'inflation. Grande inconnue, les modalités de conversion des trimestres acquis en points pour ceux qui basculeront dans le nouveau régime et l'échelle des compensations pour les chômeurs, parents inaptes au travail ou malades, difficile de dire si on y perdra ou pas.
Troisième question, les cotisations salariales augmenteront-elles? Selon la maxime macronienne, le travail doit payer plus. Logiquement, renchérir les cotisations au risque de porter un coup à la compétitivité des entreprises et au pouvoir d'achat n'est donc pas à l'ordre du jour. Seul objectif, 1 euro cotisé doit donner les mêmes droits à tous. Le rapport de Jean-Paul Delevoye fixe à 28,12% le taux de cotisation des salariés et assimilés, soit peu ou prou l'échelle actuelle, sauf pour les professions libérales qui vont voir les sommes à débourser flamber, d'où leur participation à la grève du 5 décembre et ceux qui bénéficient de régimes spéciaux. Les mères de famille seront-elles pénalisées? Dans une note parue mardi, l'Institut de la protection sociale affirme que les mères de famille subiront d'importantes baisses de pension avec le futur système. Le gouvernement propose pourtant une majoration de retraite de 5% pour le premier enfant, 10% pour le second. Aujourd'hui, les salariés bénéficient d'une majoration de 8 trimestres par enfant. À cela s'ajoute pour les 2 parents une compensation supplémentaire de 10% à partir du troisième enfant, qui n'existera donc plus dans le nouveau système. Enfin, dernière question, un retraité de la RATP gagne-t-il plus que les autres actifs? Dans un rapport publié en juillet, la Cour des comptes mentionnait qu'un agent de la régie parisienne partait en retraite avec 3,705 € en poche. En réalité, il s'agit d'un montant théorique pour une carrière complète. Dans les faits, le montant moyen des pensions perçues est de 2,357 € brut en 2017. Comme ils bénéficient de rémunérations importantes, leur taux de remplacement est plus élevé que dans la fonction publique ou au sein d'autres régimes spéciaux. Conséquence de la réforme de 2007, ils partent de plus en plus tard. 55 ans et demi pour les conducteurs, 57 ans pour la maintenance. Chaque année, la caisse de retraite de la RATP verse 1,2 milliard d'euros de pensions. 500 millions sont financés par les cotisations et 700 millions par une subvention de l'État. Cette grève des transports en commun fait la part belle à d'autres modes de déplacement, parmi lesquels le covoiturage. Les différentes applications de partage de voitures ont en effet connu de fortes demandes lors de la grève de ces derniers jours sur les trajets domicile-travail. Multiplication par 10 des inscriptions, doublement des trajets effectués, le covoiturage domicile-travail bat des records pendant la grève, même si ce mode de déplacement encore minoritaire n'a pas vocation à remplacer les transports en commun. Face à la grève des transports publics, le gouvernement a incité lundi au covoiturage en autorisant les véhicules avec au moins 3 personnes à bord à utiliser les voies réservées aux bus et taxis sur les grandes voies autoroutières menant à Paris. Chez BlaBlaLines, l'application pour les trajets domicile-travail de BlaBlaCar, on constate 10 fois plus d'inscriptions depuis la grève et des trajets au moins multipliés par 4. Cette semaine, on s'attend à des augmentations d'usage encore plus fortes parce qu'on voit que les gens avaient beaucoup anticipé jeudi et vendredi. Ils vont devoir aller travailler et n'ont pas forcément de solution, explique Nicolas Brusson, directeur général de BlaBlaCar. De nombreuses initiatives fleurissent comme Quick City, une start-up qui vient de démarrer en proposant sur Paris du covoiturage instantané, donc sans rendez-vous, pris à l'avance. L'utilisateur choisit parmi des lieux répertoriés et l'application indique les automobilistes à proximité prêts à partager leur voiture pour s'y rendre. Le covoiturage est soutenu par les pouvoirs publics qui y voient un moyen de réduire le trafic automobile et la pollution engendrée. La loi d'orientation des mobilités prévoit la possibilité pour un employeur de prendre en charge les frais de covoiturage d'un salarié jusqu'à 400 € par an, sans charge ni fiscalité. Elle permettra aussi aux autorités organisatrices de mobilité de subventionner ces trajets. La région Île-de-France propose déjà la gratuité du service pendant les jours de grève en rémunérant les conducteurs entre 2 et 4 € par trajet en partenariat avec 5 plateformes, dont BlaBlaLines. Faisant état d'une hausse de 75% des trajets de covoiturage la semaine dernière, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne a appelé les automobilistes à emmener des passagers. Il y a beaucoup de demandes et pas assez de conducteurs, a-t-elle constaté. Et depuis 10 jours maintenant, un nombre important de stations-service est affecté à travers le pays par une vaste pénurie d'essence. Le manque de carburant risque de se faire ressentir durant cette mobilisation. En cause, la suppression de la fiscalité réduite sur le gazole non routier contre laquelle s'élèvent les professionnels des travaux publics. Et après le Finistère dimanche et l'Ille-et-Vilaine lundi, les préfets du Morbihan et des Côtes-d'Armor ont pris à leur tour mardi des arrêtés réquisitionnant des stations-service afin d'assurer la continuité des services chargés d'une mission prioritaire. L'ouest du pays est particulièrement touché par la grogne sociale. Dès lundi, des premières pénuries ont été signalées en Île-de-France et dans la région de Marseille. Mardi, on a appris la levée du blocage des dépôts du Mans.
de Vern-sur-Sèche, Brest, Rennes et La Rochelle. Celui de Lorient a été débloqué mercredi. Le gouvernement a indiqué que le niveau des stocks de carburant ne donnait lieu à aucune inquiétude. Il n'empêche, de nombreuses stations sont à sec depuis plusieurs jours. Voilà ce que nous pouvions dire à cette heure sur la grève interprofessionnelle et illimitée. Nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, l'île de Mayotte menacée par le cyclone Belna. Ce département et région d'outre-mer était en alerte rouge depuis hier. La préfecture avait mis en place des centres d'hébergement et invité les habitants à constituer des réserves d'eau. Une alerte finalement levée ce soir. Le cyclone est passé à 100 km des côtes mahoraises. Le phénomène Belna est exceptionnel pour Mayotte selon le préfet. Depuis 50 ans, ce sera la 3e fois que Mayotte passera aussi près des effets d'un cyclone. En Australie, l'est du pays ravagé par de puissants incendies. La ville de Sydney était notamment recouverte d'un brouillard de fumée toxique dégagé par les feux de forêt, alimentés par des conditions météorologiques extrêmes. À Sydney, ville la plus peuplée du pays, ces fumées ont déclenché l'alarme des détecteurs, contraignant les pompiers à aller de bureaux en bureaux, toutes sirènes hurlantes. Les services d'urgence ont répondu en quelques heures à 500 appels automatiques, un chiffre historique. L'est de l'île continent est depuis des semaines enveloppé par un nuage de fumée lié aux feux de forêt qui font rage depuis plus de 3 mois en raison de la sécheresse. Ce phénomène de fumée toxique s'est cependant aggravé mardi. Les autorités ont recommandé aux personnes les plus vulnérables de ne pas pratiquer d'activité à l'extérieur et ont invité l'ensemble de la population à rester autant que possible à l'intérieur. Des vents forts et des températures élevées étaient annoncés pour mardi, des conditions météorologiques extrêmes tout au long de la semaine susceptibles d'attiser les braises et de déclencher ainsi des incendies dans les banlieues, menaçant ainsi des habitations. Les températures ont dépassé les 40 degrés dans certaines parties de l'Australie. Au nord-ouest de Sydney, des incendies de forêt qui brûlent depuis plusieurs semaines ont fusionné en un seul et unique méga-feu qui a déjà détruit 319 000 hectares de terre, principalement dans des parcs nationaux. Le Premier ministre Scott Morrison, qui n'a fait aucune déclaration concernant cette fumée toxique recouvrant certaines parties du pays depuis des semaines, a défendu la manière dont son gouvernement gère ces incendies. L'Est de l'Australie connaît depuis maintenant plus de 3 mois des incendies dévastateurs, conséquence selon des scientifiques d'une sécheresse prolongée et du réchauffement climatique. Selon les services météorologiques australiens, l'île continent a connu le mois de novembre le plus sec de son histoire. Une partie de l'Est du pays enregistre des déficits pluviométriques depuis début 2017. De nombreux barrages en Nouvelle-Galles du Sud sont vides et presque tous affichent des niveaux bien en deçà de leur capacité. Depuis le début des incendies en septembre, environ 2 millions d'hectares sont partis en fumée, soit l'équivalent de la moitié de la superficie de la Suisse. La 25e conférence des Nations Unies sur le climat, la COP25, se déroule à Madrid en Espagne depuis le début de la semaine, mais les négociations n'avancent pas, tout semble bloqué, alors que l'urgence climatique est toujours plus grande, comme l'ont rappelé plusieurs centaines de milliers de manifestants. Vendredi soir, on fait le point sur place. La 25e conférence pour le climat se déroule depuis le 2 décembre et jusqu'au 13 à Madrid en Espagne. Un an avant la COP26 à Glasgow, cruciale, elle doit amorcer une dynamique ambitieuse et collective contre le changement climatique. Après une semaine de négociations, les différentes parties sont loin d'y parvenir. Pourtant, la société est bien là pour rappeler l'urgence climatique. Près de 500 000 personnes ont manifesté vendredi 6 décembre dans les rues de Madrid. Le Climate Vulnerable Forum, un partenariat mondial regroupant des pays fortement touchés par les conséquences du réchauffement de la planète, a exhorté les États du monde à rehausser immédiatement leurs engagements pris dans le cadre des accords de Paris. Adopté en 2015, ces derniers visaient à contenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle pour limiter les perturbations du système Terre. Or, les promesses actuelles des États suivent une trajectoire conduisant à un réchauffement supérieur à 3 degrés et elles ne sont même pas tenues. Selon les auteurs du Global Carbon Project, les émissions mondiales de CO2 ont encore augmenté de 0,6% en 2019. Aucun État parmi les plus émetteurs de gaz à effet de serre n'a annoncé le moindre engagement immédiat, alors que la session inaugurale était explicitement conçue pour évoquer des mesures à court terme. Pire, il se dit en coulisses que des pays comme le Japon pourraient ne pas soumettre de nouvelles promesses avant la COP26, au mépris des accords de Paris. Quant à la question brûlante des marchés carbone, des systèmes d'échange des droits d'émission de gaz à effet de serre entre des pays qui en émettent trop et des pays qui en émettent moins, elle n'est pas réglée.
À l'aube de la deuxième semaine de la COP25, le chemin vers Glasgow et l'élaboration d'une dynamique commune et ambitieuse semblent encore bien long. 13 cercueils, 13 morts. Lundi matin, des centaines de personnes étaient sur le pont Alexandre III pour voir passer les dépouilles de ces soldats, tués lors d'un accident d'hélicoptère en route vers les Invalides. Dans la cour de l'hôtel militaire, Emmanuel Macron a prononcé un éloge funèbre. « Je m'incline devant le sacrifice des 13 soldats morts au Mali », a déclaré le président de la République. Ils sont morts en opération pour la France, pour la protection des peuples du Sahel, pour la sécurité de leurs compatriotes et pour la liberté du monde, pour nous tous qui sommes là. Leur engagement profond, modeste et discret n'est rendu public que par le sacrifice ultime, loin du fracas des mots inutiles, a poursuivi Emmanuel Macron lors de cette cérémonie en présence de 2500 invités, dont le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et les anciens présidents français François Hollande et Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron a également décrit un par un l'engagement de chaque soldat et les familles qu'il laisse derrière eux. Il a aussi livré un récit de la nuit de leur décès. Le président a remis de façon posthume la Légion d'honneur à chacun de ces soldats morts pour la France. Les soldats morts étaient engagés dans le cadre de l'opération française Barkhane en cours depuis le 1er août 2014. Elle mobilise au Sahel et au Sahara environ 4500 militaires français pour lutter contre les groupes armés affiliés au groupe État islamique ou Al-Qaïda. Et en bref, un mot de sport avec la Coupe du Monde de biathlon qui se tient en ce moment même en Suède. La France, emmenée par Martin Fourcade, a pris hier la deuxième place du relais d'Östersund, comptant pour la Coupe du Monde de biathlon et remportée par la Norvège. Les Bleus poursuivent ainsi leur belle semaine en Suède après le quadruplé des hommes et les 2 podiums des dames lors de l'individuel mercredi et jeudi en attendant le relais féminin dimanche prochain. À la télévision sur Netflix, canal 70, notre recommandation cette semaine porte sur une série portée par l'excellent Ben Platt, mettant en scène un jeune de bonne famille rêvant de devenir le futur président des États-Unis et se livrant à une guerre sans merci contre ses adversaires. Ryan Murphy, dans sa célèbre série The Politician, instaure un style très classieux de réalisation. Peyton Hobart, riche élève de Santa Barbara en Californie, pressentait depuis l'âge de 7 ans qu'il deviendrait un jour président des États-Unis d'Amérique. Mais avant, il devra relever le défi du parcours politique le plus semé d'embûches au lycée Saint-Sébastien. Pour se faire élire président du corps étudiant, s'assurer une place à Harvard et conserver son statut d'élève modèle, Peyton devra se montrer plus rusé que ses impitoyables camarades de classe, sans pour autant sacrifier sa propre éthique et sa réputation exemplaire. Ben Platt est épatant et sauve un peu les erreurs scénaristiques et les situations grotesques et qui sont souvent dépourvues de crédibilité. Une intrigue politique qui sauve une fin inaboutie et décevante. Romance peu développée, mais ce qu'on doit reconnaître à cette série, c'est le rôle sur mesure établi spécialement pour le très bon Ben Platt qui en a profité pour faire la promotion de sa carrière musicale. Et sur les autres chaînes de la TNT, les 2 derniers épisodes de la série événement de TF1, le bazar de la charité, la finale de La France a un incroyable talent, ou encore l'élection de Miss France 2020 qui se tiendra à Marseille. Ce lundi à 21h05 sur TF1, suite et fin du bazar de la charité. Décidée à prouver la trahison de son mari, Adrienne, interprétée par Audrey Fleurot, est de retour chez elle. Elle fait croire à ce dernier qu'elle veut sincèrement renouer avec lui. De son côté, Alice, jouée par l'excellente Camille Lou, fait tout pour sauver son amant Victor de la décapitation. Ce dernier est en effet accusé à tort de complot anarchiste, ayant eu pour conséquence l'incendie du bazar de la charité, lieu de bienfaisance en plein Paris. Nous sommes en 1897. Un final à la hauteur des attentes qui réserve son lot d'émotions et de rebondissements. Mardi soir, sur M6 à 21h05, la finale de la 14e saison de La France, un incroyable talent. Les 13 artistes sélectionnés s'apprêtent à tout donner lors de leurs dernières prestations, acrobatie, chant, danse, contorsionnisme ou encore humour. Compte parmi les disciplines en lice, lors de cette ultime étape en présence de Jean-Baptiste Guégan, gagnant de la précédente édition. Les jurés n'ont qu'un rôle consultatif puisque le vainqueur est désigné à 100% par le public. Et samedi, à 21h05 sur TF1,
depuis le Dôme de Marseille. Jean-Pierre Foucault, accompagné de Sylvie Tellier, la directrice générale de la société Miss France, vous attendent pour l'élection de Miss France 2020. 30 jeunes femmes briguent ce titre tant convoité. Tout au long de la soirée, les candidates défileront sur scène sous le regard du jury présidé cette année par Amandine Henry, la capitaine de l'équipe de France féminine de football. L'animation musicale sera elle assurée par le chanteur britannique Robbie Williams, invité d'honneur. À l'issue de cette soirée, vous connaîtrez la jeune femme qui succédera à Vaima Chavez au titre de Miss France. Notre grand angle mercredi sera consacré au concours Miss France, de ses origines à aujourd'hui. Nous ferons le point sur les compétitions dérivées de Miss France et nous reviendrons sur l'élection de samedi prochain en voyant quelles candidates sont données favorites par les médias. Et pour notre photo de la semaine, direction la Seine à Paris, où l'on pouvait apercevoir ce dimanche d'étranges individus vêtus de vert. Ici, en action avec le Grand Palais en toile de fond, ces concurrents de la 10e édition de la traversée de Paris en stand-up paddle, la célèbre nautique SUP Paris Crossing, ont bravé ce dimanche le froid de la capitale. Au total, 1000 participants vêtus d'un maillot vert fluo pour braver le peu de lumière se sont élancés sur leur planche. Si le nom évolue, la nautique paddle demeure une des courses les plus originales. Elle offre en effet une véritable traversée de Paris depuis la Seine, faisant défiler sous les yeux des participants un décor incroyable de Bercy à la Tour Eiffel, en passant par Notre-Dame de Paris ou le Jardin des Tuileries. Les coureurs se mettent à l'eau sur la Seine au lever du jour au niveau de la Bibliothèque nationale de France pour une arrivée sur le quai de Javel-Bas à 11 km en aval. Les courageux aventuriers dans la magie du petit matin sont même passés sous 27 des 29 ponts de Paris, une carte postale grandeur nature de la capitale. Il y a bientôt 3 ans, on découvrait Oshi comme une petite étoile venue tout droit du ciel qui illuminait notre vie avec Comment je vais faire, Je vous trouve un charme fou ou encore Femme à la mer, extrait d'un premier album baptisé Il suffit d'y croire. Aujourd'hui, la jeune femme au timbre cassé et si particulier, et au texte toujours très poignant, a de nouveaux messages à faire passer. En témoigne son nouveau single, Amour censure, dans lequel la jeune femme fait face à la haine et au rejet de la différence. À travers ce titre, Oshi prend position contre la manif pour tous et livre un hymne à l'amour universel. On l'écoute. Et c'est en musique que s'achève ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve mercredi pour notre grand angle consacré à Miss France et dimanche prochain pour d'autres informations. Bonne soirée, merci de votre fidélité.